Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un moment de débat démocratique sur votre chaîne régionale. 1 heure d'émission, 2 circonscriptions à Nice d'abord, puis dans le Var, autour de Draguignan. Mais pas seulement, puisque vous allez le voir en bas à droite de votre écran, vous allez voir apparaître un QR code que vous pouvez flasher pour suivre toute l'actualité des législatives sur notre site internet. Car vous l'avez compris, dans un peu moins d'un mois, les 12 et 19 juin prochains, vous choisirez quel député vous représentera à l'Assemblée nationale. On va donc commencer par Nice et même par le cœur de Nice, puisque cette première circonscription, on va la voir en infographie. Elle englobe le port, une partie du centre-ville, de la promenade des Anglais. Elle s'arrête en fait sur les rives du Paillon. Vous êtes presque 128 000 habitants à y vivre et nos 3 invités ont donc un peu moins d'une demi-heure pour tenter de vous convaincre de voter pour Éric Ciotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député sortant, vous repartez en campagne pour les Républicains en quête d'un 4e mandat. Greg Monetti, vous êtes adjoint à la jeunesse auprès du maire de Nice. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ancien chef de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, membre de LREM devenu Renaissance, et vous êtes donc candidat de la majorité présidentielle. Et puis Anne-Laure Chintron, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été désignée candidate de la gauche unie au sein de la NUP. La NUPS, vous allez déjà nous dire comment on prononce. Moi, je dis NUP. Voilà. Vous oubliez le volet écologique et social ? Non, c'est que ça me paraît évident qu'il est inclus, en fait. D'accord, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous êtes membre de la France insoumise. Je précise que la candidate du Rassemblement national, Muriel Vittetti, plusieurs fois sollicitée, n'a pas souhaité débattre ce soir et que vous entendrez dans le cours de l'émission 4 autres candidats issus de partis minoritaire. En revanche, il y a un candidat ce soir que vous n'entendrez pas, c'est celui de Reconquête, tout simplement parce que le parti d'Éric Zemmour n'en a pas présenté. Éric Ciotti, vous êtes l'un des rares en France, avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, face à qui Éric Zemmour n'a pas souhaité opposer de candidat. Alors vous dites que vous n'avez passé aucun pacte, que vous n'avez rien demandé à personne. Est-ce que malgré tout, vous lui dites merci ? Et est-ce que vous considérez qu'il y a une cohérence idéologique dans cette décision ? C'est une question qui ne se pose pas. Moi, si, elle se pose. Parle à mes... Oui, elle se pose pour vous, pas pour les électeurs de la première circonscription. J'ai des idées, ce sont des idées droites, vous le savez, on me le reproche d'ailleurs assez fréquemment. Elles n'ont jamais varié, elles n'ont jamais changé. Je n'ai discuté avec personne, j'ai appris cette décision par la presse. Dont acte, ça ne change rien au débat. Ça ne change rien au lien que j'ai avec les Niçoises et les Niçois depuis longtemps, et ce sont des liens de fidélité à une ville qui est la mienne, à une terre, mais aussi et peut-être surtout de fidélité à des convictions et à des valeurs. Et je crois que c'est ça l'essentiel et c'est ça l'important. Mais c'est un soutien qui vous arrange ou qui vous encombre ? Il n'y a pas de soutien. Moi, je suis candidat devant les Niçoises et les Niçois, avec ma personnalité, avec mes convictions, avec mes valeurs. Tout le monde les connaît. On les apprécie, on ne les apprécie pas. C'est la loi de la démocratie. Le reste ne m'intéresse pas. C'est des coups politiques nationaux. On voit bien ce qu'il y avait derrière au plan national. Ce n'est pas l'enjeu de cette élection. Et ça ne change rien. J'imagine quand même que vous comptez dans les résultats électoraux ce que cette non-candidature peut vous apporter. Écoutez, moi j'ai toujours affronté librement les électeurs dans des moments très favorables à ma famille politique, en 2007 quand Nicolas Sarkozy a été élu, dans des moments beaucoup plus défavorables comme en 2017 quand on avait les vents de face. Eh bien quand on a les vents de face, dans la tempête, il y a des racines. Et moi les racines, elles sont à Nice. Et les racines, ce sont mes idées, mes valeurs. Et j'ai la fierté de dire, je sais que ce n'est pas banal dans ce monde où on change d'idées comme de veste, où certains retournent leur veste. À Nice, on les appelle les viravestes. Et bien que vous parlez de Christian garde, Estrosi. bien sûr, le sous-texte était avec d'autres, mais peu importe. Chacun a sa ligne, son comportement. Moi, elle est droite. Dans tous les sens du terme. Greg Monetti, est-ce que cette circonscription, c'est forcément le symbole de la lutte fratricide entre Christian Estrosi et Éric Ciotti ? Est-ce que c'est ça qui se joue aussi ? À qui reviendra finalement la droite locale à l'issue de ces élections dans cette circonscription ? Vous avez parfaitement raison de dire ça et d'interroger M. Ciotti sur ses liens et ses concomitances avec l'extrême droite, M. Zemmour, Mme Le Pen. Les ficelles sont tellement grandes, tellement immenses, M. Ciotti. C'est difficile de les cacher. Mais c'est pas ça que je veux dire en premier. Moi, je viens ici, devant vous, devant les Niçoises et les Niçois de la première circonscription, incarner une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle candidature qui est celle d'une droite sociale, d'une droite de progrès, d'une droite du dépassement aussi, dans lesquelles j'avance chaque jour avec bon sens, à aller chercher, prendre les bonnes idées, celles que j'entends, dès lors qu'elles sont dans le sens de l'intérêt général. Et je fais tout cela avec enthousiasme, vous voyez ? Ce qu'on a du mal à comprendre quand même dans les positionnements politiques, on est obligé d'en parler parce que l'échiquier politique est très mouvant, c'est
Est-ce que c'est vraiment ce qui vous oppose une question de stratégie pour arriver au pouvoir, ou est-ce que c'est une question d'idéologie? Avec M. Ciotti, pour qui j'ai du respect, et c'est réciproque, je le sais. Partagé. Mais sur le plan du fond, tout nous oppose. Nous n'avons en politique pas les mêmes valeurs, pas les mêmes Et idées, pourtant, tout vous a rassemblé pas pendant le des même années. projet. Non, M. Ciotti était rassemblé pendant plusieurs années. Moi, j'ai une constance. D'abord, on n'a pas le même parcours. Donc je ne me mets pas sur ce terrain-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, je crois, sur le plan justement des idées, c'est que vous avez tellement divisé, M. Ciotti. Vous avez tellement diabolisé. Vous avez tellement caricaturé qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux retenir, c'est ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise, vous voyez ? Et ça, c'est essentiel sur le terrain humain, qui est quand même, je crois, le propre et la substance d'une élection. Anne-Laure Chintron, c'est une circonscription qui est aux mains de la droite depuis de nombreuses années. On voit là que cette élection pourrait prendre la forme d'un duel. Et pourtant, vous vous dites, il y a aussi un peuple de gauche qui est en train de se lever à Nice. Ah, c'est sûr. Moi, ça m'inquiète un peu d'entendre je suis fidèle, je ne bouge pas, parce qu'en fait, la situation dans le pays, elle a bougé. On est dans une urgence sociale et climatique sans précédent. Il y a 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a une énorme crise climatique. Et en fait, on ne peut pas dire je ne bouge pas, je ne changerai rien. Voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'on est présents. Je remarque que je pense que les électeurs de gauche de Nice, en fait, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on croit. Simplement, ils se sentaient plus représentés. Monsieur Ciotti, vous avez été élu avec 53% d'abstention. Donc là-dedans, dans ces abstentionnistes, il y a toutes ces personnes qui ne se retrouvent pas dans les valeurs de droite extrême ou d'extrême droite. Et là, je ne parle pas de vous, on est bien d'accord. Merci d'être plus objectif que le candidat de la mairie de Nice. Mais moi, je parlais bien de vous, s'il y a une ambiguïté. Je termine, vous réglez oui, bien sûr, après. mais enfin, les politesses... Mais en tout cas, les abstentionnistes, on sait où ils sont. Ces personnes, alors, c'est important, en fait, parce qu'en fait, c'est je sais pas, vous dites, souvent, les journalistes disent une réserve de voix. En fait, elle existe. Voilà, il y a plein de gens qui ne sont plus du tout intéressés par la politique, et je pense que là, ce qu'on est en train de faire avec la NUP, ou la NUPES, comme vous voulez, ça apporte beaucoup d'enthousiasme aux gens. Alors justement, sans même parler des abstentionnistes, on va voir comment les électeurs ont voté dans cette circonscription lors de la présidentielle. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour, vous le voyez, avec 25,8% des voix. Mais en seconde position, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu 21,7% des voix, Marine Le Pen 20,6%. Éric Zemmour, 14,6%. Valérie Pécresse, 5,5% des voix. On reviendra sur ce score si on a le temps, Éric Ciotti. Mais vous-même, lors du lancement de votre campagne samedi dernier, vous avez dit « j'ai un seul adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon ». Bien sûr. Emmanuel Macron, on en oublierait qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête quand même du premier tour. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter que M. Mélenchon n'ait une majorité à l'Assemblée nationale, très clairement. Parce que pour moi, c'est celui qui incarne la menace la plus forte pour notre pays. Parce qu'il porte atteinte aux principes fondamentaux de notre République et notamment à celui de laïcité. Je vois ce qui s'est passé avec stupéfaction à Grenoble, un nouveau soutien. Monsieur Piolle, qui a pris une décision ignominieuse, qui va à l'encontre de toutes nos valeurs, en autorisant un symbole de soumission de la femme, le burkini. J'ai d'ailleurs demandé immédiatement, et je suis intervenu pour proposer une loi qui clarifie cette situation, que le gouvernement actuel a toujours refusé, malgré mes demandes, malgré les multiples amendements que j'ai défendus, parce qu'aujourd'hui, M. Piolle profite de l'absence de loi qui permettrait d'interdire tout ça. Vous portez cette vision de la société qui me paraît extraordinairement dangereuse. Et puis au plan économique, si vous veniez à arriver au pouvoir, notre pays s'effondrerait immédiatement avec une augmentation encore plus lourde des impôts. On a déjà le pays, nous connaissons la situation où nous payons le plus d'impôts au monde, avec des charges insupportables pour tous ceux qui travaillent. Vous accablerez encore plus tous les Français qui travaillent. On va la laisser répondre. Donc, c'est tout cela qui me paraît le plus dangereux. Le reste, c'est de la communication de gens qui n'ont pas de conviction. Je vous reconnais des convictions solides, mais elles me paraissent très dangereuses. Dans cette terre qu'on présente souvent de droite, ça vous surprend finalement d'être l'ennemi public numéro 1, entre guillemets, d'Éric Ciotti? En l'occurrence, ça ne m'étonne pas. Mais je vous laisse lui répondre. Alors, sur on ne va pas faire un débat sur le burkini. Ça, c'est hors de question. C'est pas ce qui occupe la première circonscription de Nice. On va le faire très simplement. Je vais essayer de revenir sur la circonscription de Nice, justement, dont on parlait, la nôtre. Le burkini. Vraiment, j'ai pas envie qu'on y passe une demi-heure, parce qu'on a plein d'autres choses. C'est quand même votre camp qui l'a mis sur le devant de la scène en pleine campagne électorale. Non, mais je vous réponds là-dessus. Vraiment, un exemple très, très simple. Le burkini, et je ne suis pas spécialement pour que tout le monde porte le burkini, c'est pas la question. Par contre, le burkini, il est autorisé sur les plages.
voilà, depuis 2016. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui s'y sont opposés. Je ne crois pas, je vais régulièrement à la plage sur ma circonscription, j'habite juste à côté, qu'on ait vu proliférer, ou je ne sais quoi, des personnes en burkini. Par contre, je remarque quand même que ça a fait plaisir à tous ces touristes qui viennent d'ailleurs et qui se permettent du coup d'aller sur la plage en portant cette tenue vestimentaire. Bon, cela dit, non mais c'est juste quand même pour un petit point, je comprends que ça puisse choquer parce que c'est pas forcément une habitude, mais il y a rien de dramatique en fait. Je veux dire ni plus ni moins que quand on a vu plein de touristes chinois et chinoises qui sont arrivés et qui viennent se baigner tout habillés, vous voyez. Donc en fait, faire le focus comme ça tout le temps sur ces comment on peut dire, je trouve que c'est obsessionnel en fait, vous voyez, et que surtout on prend une petite chose et en fait on lui fait dire ce qu'on veut, voilà. Donc je suis pas d'accord avec ça, voilà. Alors, je vous propose d'écouter une première série de micro-trottoirs de témoignages recueillis dans cette première circonscription justement. On a demandé aux électeurs ce qu'ils attendaient de ce scrutin. Un vrai contre-pouvoir, une opposition. Voilà, parce qu'il faut que ça change. J'attends du changement, donc j'attends une vraie opposition. J'attends plus de justice sociale, j'attends plus de considération de la population, moins d'arrogance. Je m'abstiens depuis pas mal d'années, parce que j'avais voté à l'époque contre l'Europe. Comme le référendum avait été initié par les politiques, c'est une démocratie directe, il me semble. Donc on doit encore plus respecter la volonté des gens. Je vote plus pour une personne. Ouais. Plus pour la personne que pour le parti qu'elle représente. Greg Monetti, qu'est-ce que vous répondez à cette dame qui vous dit « Moi, ce que je veux, c'est imposer un contre-pouvoir à Emmanuel Macron ». D'abord, permettez-moi quand même, il y a un sujet qui est important, je ne vais pas revenir dessus très longtemps. Mais le burkini, je vais dire un mot, je suis quand même le connaît de la majorité présidentielle. Monsieur Ciotti, il n'a rien fait. Il propose une loi alors que la session au Parlement, elle est fermée. Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le préfet de l'Isère, ils ont déféré l'autorisation du maire de Grenoble. C'est tout ce que je voulais dire. C'est encore une fois l'action face à ceux qui vocifèrent. Sur ce qu'on vient d'écouter... c'est ceux qui ont la majorité face à ceux qui ne l'ont pas ou pas encore. D'accord, mais... Parce qu'une proposition de loi d'un opposant n'a aucune chance d'aboutir. Monsieur Ciotti, c'est 86 propositions de loi en 15 ans, il n'y en a pas une seule qui a été adoptée. Et il peut faire... et vous avez parfaitement raison de le préciser, je le dis très tranquillement... 242 564 422 amendements. En principe, quand vous êtes dans l'opposition, il y a peu de chances que ça aboutisse. Et pour vous, alors, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Oui, mais c'est en effet une différence systémique. Et ça répond un peu à la question qui a été justement posée par monsieur. Est-ce que ça vous semble justement le fonctionnement normal du Parlement de se dire que quand on est dans la majorité, tout passe et on vote toujours pour. Quand on est dans l'opposition, aucune des propositions n'a de chance d'aboutir, si ce n'est quelques amendements par-ci par-là. Mais il y a deux façons de vous répondre. Évidemment qu'il faut sur certains... Et vous avez raison, et franchement, j'y réponds sans souci. Il faut du bon sens et parfois sur des sujets se rassembler, se réunir et faire appel à une forme de consensus parce que les sujets sont tellement grands et importants pour la France que cela oblige. Maintenant, vous avez aussi une réalité électorale. Moi, j'entends certains de mes adversaires et je les comprends à longueur de journée critiquer le président de la République, critiquer le maire de Nice. Je vous prie de m'excuser. Le président de la République et le maire de Nice ont été réélus par les Françaises et les Français. Plusieurs fois. Ça veut dire quelque chose quand même. Donc il faudrait qu'à un moment donné, chacune et chacun, dans le cadre d'un débat honnête intellectuellement, accepte aussi cette réalité. Parce que ne pas l'accepter, c'est admettre que les Français ne seraient pas en capacité de voter. Et moi, je ne veux pas croire ça. Je leur fais confiance et je crois que la sincérité électorale, c'est quand même pas rien dans la plus vieille démocratie du monde. La personne qui nous dit « Moi, je vote plus pour l'homme que pour l'étiquette ». Est-ce que votre étiquette LR dans cette élection, avec Valérie Pécresse, qui dans cette circonscription a fait 5,5% des voix, est-ce qu'elle est toujours un atout ou c'est en train de devenir un fardeau ? J'entends beaucoup ce qu'a dit cette personne sur la place Saint-Roch, au contact d'habitants que je rencontre fréquemment, chaque semaine. Et c'est le bon sens. Beaucoup me disent « On va voter pour vous ». Bien sûr, et le plus beau des compliments, c'est quelquefois des gens qui me disent on n'appartient pas à votre famille politique, on ne partage même pas vos idées, mais au moins on apprécie chez vous la fidélité, la loyauté, et vous n'avez pas changé au gré des vents. Et ça, c'est quelque part le plus beau des compliments, parce que vous venez de dire on ne devrait pas, si j'ai bien compris, critiquer le maire de Nice et le président de la République. Pourquoi ? Ils auraient un statut particulier, une déification qui les protégerait. La critique, c'est la démocratie. Quand on ne peut plus critiquer,
c'est la Russie. Quand on ne peut plus critiquer, c'est un régime dictatorial. Ouais. Heureusement qu'on peut Qui n'était critiquer. pas l'ennemi de la France, d'ailleurs, selon vous. Heureusement qu'on peut encore critiquer, d'autant que je crois qu'il y a matière à critique. Et je prends un sujet local qui est important, je ne sais pas si on va en parler, mais la folle destruction du théâtre de Nice et du Palais des Congrès Acropolis. 300 millions d'argent public dépensés par une forme de mégalomanie qui repose sur la aucune campagne réalité. municipale. Oui, parce que sinon je vais obligé de répondre, parce que si on commence à parler de ça... L'un des thèmes que je voulais aborder vraiment, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. On va écouter ce que nous en Mais disent ça les concerne le pouvoir électeurs d'achat. de la première circonscription. Je vais faire le lien. Et vous allez voir qu'ils sont assez tous d'accord pour dire que c'est la priorité du moment pour eux. On les écoute. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est un peu baisser un peu les prix de la marchandise. Ça, c'est déjà le principal pour nous. Nous, pauvres petits retraités, c'est ça qu'il faudrait faire. On voit bien que le prix de l'essence a augmenté, le prix des denrées a pris énormément en peu de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui se trouvent dans une situation compliquée. Je voudrais que les gens puissent aller faire leurs courses tranquillement sans avoir à compter. Moi, je vois les gens qui comptent. Ça me bouleverse. Anne-Laure Chintron, on va faire un tour de table. Ouais. Il nous reste peu de temps. Je voudrais vraiment que concrètement, chacun d'entre vous nous disiez ce que vous ferez pour résoudre ce problème-là si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Anne-Laure Chintron. C'est intéressant. Je me reconnais dans tout ce qui est dit là. Et sur la crise démocratique, mais bon, on n'a pas le temps de revenir dessus, mais c'est dommage parce que j'ai des choses à dire. Et sur ce qui est amené là pour le pouvoir d'achat. Alors moi, j'appelle pas pouvoir d'achat, ça me dérange. Moi, je dis la possibilité de vivre dignement. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Que je suis pas une des dans mesures pour la présidentielle, c'était le SMIC à 1 400 €. Alors 1 500 maintenant. Et maintenant 1 500, voilà. Oui, parce ça peut encore augmenter jusqu'au premier tour. C'est pas ça. Après, c'est pour des raisons économiques. Et si on le dit, c'est parce qu'en fait, c'est faisable, d'accord. Mais c'est pas la question de discuter des chiffres. C'est que en fait, Nice, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais c'est la 4e ville avec le plus de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En France, il y a 12 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et chez nous, il y a 21%. Alors, il y a 23% même de cette population dans la circonscription qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Je fais général, d'accord. 14 millions au niveau national. Voilà, c'est ça. Et par contre, dans le même temps, vous allez voir, c'est logique, hein, dans le même temps, on est la ville, je crois, là, c'est la 5e dans laquelle il y a le plus de personnes qui seraient redevables de l'ISF, que nous, on compte remettre. Donc, vous voyez, c'est une question de balance. C'est pas une question d'aller confisquer, c'est une question de remettre, en fait, la balance. Alors, vous voulez que je peux vous donner ce qu'on nous on a prévu. On a prévu, je crois que ça a été dit beaucoup pendant la campagne, mais ce sera toujours porté à l'Assemblée nationale par les députés. On a prévu en mesure d'urgence le blocage des prix, dont celui de l'essence, mais pas seulement les produits de première nécessité. Je pense aussi aux produits d'hygiène. Par exemple, pour les femmes, pareil, je veux bien développer, mais je sais que j'ai pas trop le temps. Et parce qu'en fait, vous voyez, là, on est sur le chèque. Moi, c'est comme l'aumône, et ça me va pas. Et je pense que ça ne va pas aux gens non plus parce qu'ils ont besoin de visibilité en fait dans leur budget du mois tout simplement. Donc on est là-dessus. Et puis la vraie question c'est celle des salaires. Alors je ne sais pas si on a le temps d'y revenir, mais c'est ça. Juste sur l'histoire du chèque, Anne-Laure Chintron, il y a encore un chèque alimentation qui fait partie de nouvelles mesures annoncées par la majorité présidentielle. Cette technique de distribuer des chèques ponctuellement de manière ciblée, c'est l'intérêt pour vous, selon vous, de cette mesure. Voilà, c'est ce que vous appliquerez pour lutter contre l'inflation ? Pas que, ça répond à des situations de précarité tout à fait exceptionnelles. Il y a le structurel, on n'a quand même pas rien fait. La suppression de la taxe d'habitation, qui est un gain de 590 € par foyer et par an, c'est pas négligeable. Le bouclier, justement, pour stopper la hausse des prix à la pompe, c'est pas négligeable. Ça donne quand même aujourd'hui un résultat de 40 centimes de différence avec les pays qui l'ont pas fait. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros évidemment. dépensés. Évidemment. Et je vous rajoute à ça le quoi qu'il en coûte en pleine crise sanitaire à 100 milliards d'euros qui permettent aujourd'hui d'avoir des rideaux levés au lieu d'avoir des rideaux baissés, d'avoir gardé les emplois et avoir le taux de chômage le plus bas depuis tant d'années. Maintenant, il faut aller plus loin. Je crois que le pouvoir d'achat, c'est l'urgence avant même les priorités. Et que d'ailleurs, beaucoup de nos concitoyens en souffrent et des concitoyens différents. Les plus jeunes, et notamment les étudiants, la classe moyenne, ceux qui gagnent trop pour vivre confortablement et en même temps trop pour être aidés et pas assez pour vivre confortablement, et nos retraités. Donc aujourd'hui, je crois que l'urgence appelle à 1. La réindexation des retraites à l'inflation, c'est-à-dire plus 4% au 1er juillet, et également la revalorisation de la pension minimale de 700 à 1 100 €. 2. La suppression de la redevance télé. Et 3. La mise en place d'une mesure. Et là, franchement, je crois que sur le constat, je partage clairement ce point, qui s'appelle la solidarité à la source et qui va permettre de simplifier et de clarifier la manière dont on attribue les aides sociales en France.
sans faire 150 demandes, une seule, très claire, vous bénéficierez de toutes les aides dont vous avez le droit. C'est pas négligeable, je termine là-dessus, parce qu'il faut savoir que 30 à 40% de nos concitoyens ont droit à des aides et ne les demandent même pas. Alors, Éric Ciotti, bloquer les prix sur les produits essentiels, sur l'énergie, distribuer des chèques ponctuellement, augmenter le SMIC. Je crois que ce ne sont vraiment pas les bonnes mesures. Elles ont été mises en place par le pouvoir actuel, pour l'essentiel, la politique du chéquier, qui va s'arrêter après les élections, parce que le bouclier tarifaire pour les carburants, il s'arrête en juillet. Donc ça veut dire que ça sera terminé après les élections. C'est déjà une forme de mépris pour les électeurs. Moi, ce que je réclame, c'est une réforme structurelle. Aujourd'hui, on a un pays qui paie trop d'impôts, on a des salaires qui sont trop bas et on a des taxes qui aujourd'hui pèsent sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc il faut très clairement... Les taxes, vous pensez aux droits de succession ? Je passe aux droits de succession, bien sûr, c'est des droits, ce n'est pas des taxes, mais je pense notamment aux taxes sur les carburants, où on paye même la TVA sur les taxes. Aujourd'hui, nous, ce que nous proposons, c'est de supprimer les taxes pour que le prix d'un litre d'essence revienne à 1,50 €. On va avoir des personnes cet hiver qui pourront plus se chauffer. On a des établissements, des entreprises qui sont en grande difficulté. Donc ce que je propose, c'est une baisse massive de la fiscalité, des taxes, une augmentation aussi du salaire net, parce que nos salaires sont trop faibles, et une augmentation des retraites, l'indexation des retraites. On nous l'annonce très bien, je m'en réjouis, mais pourquoi on ne l'a pas fait depuis 5 ans ? Pourquoi la première mesure de M. Macron a-t-elle été d'augmenter la CSG de 1,7 point sur les retraités ? Les retraités ont été les cibles de ce pouvoir. M. Macron n'aime pas les retraités, il n'aime pas les propriétaires, il n'aime pas les automobilistes, il n'aime pas les étudiants aussi, parce que je veux dire aux candidats de la majorité que la première mesure, vous vous en rappelez, elle avait fait débat, c'était l'augmentation, la diminution des APL pour les plus précaires, pour les étudiants. 5 €, c'était une forme de mépris. Pour pouvoir la donner, justement, et pour ne pas mépriser les autres candidats à cette élection dans votre circonscription. On va écouter 4 candidats. D'abord 2 qui appartiennent à la mouvance animaliste. Le parti animaliste et le candidat de Tous Unis pour le vivant. Les grosses mesures concernent surtout tout ce qui est élevage intensif et végétalisation de l'alimentation. Voilà, c'est un peu une transition... pas par pas, d'un peu nos mœurs, changer un peu nos mœurs, nos habitudes alimentaires, nos habitudes de consommation et intégrer le bien-être animal dans la vie quotidienne des citoyens. La priorité, c'est effectivement de politiser l'animal pour qu'il y ait plus de respect. Plus de respect pour l'animal, c'est plus de respect pour l'humain. De même pour le monde végétal, de même pour le climat, de même pour la planète. Donc apprenons à respecter les ressources. Apprenons à respecter effectivement le vivant d'une manière générale. La parole à présent au candidat de Lutte ouvrière et à la candidate de l'écologie au centre, le mouvement de Jean-Marc Governatori. Voilà, nous ce qu'on pense, c'est pas que les élections vont changer les choses, et les élections législatives pas plus que les autres. Par contre, c'est une occasion pour les travailleurs qui sont conscients de ces problèmes-là, qui ont envie de faire entendre ce message-là, ce message de combat, de dire qu'il va falloir qu'on se mobilise pour combattre le grand patronat, et puis se rassembler sur un candidat qui le dit clairement et qui ne fait pas vivre des illusions sur les changements par les urnes. On est pour l'être humain, on n'est ni pour la droite ni pour la gauche, on est pour tout le monde. Comme moi j'ai toujours dit, les patrons ils ont besoin des ouvriers, les ouvriers ils ont besoin de patrons, et la nature a besoin de tout le monde. Voilà, retour sur le plateau de France 3. Il nous reste 2 minutes 30. Et je vais vous demander très rapidement à chacun d'entre vous quelle sera votre première proposition de loi que vous rédigerez ou que vous soutiendrez si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Anne-Laure Chintron. Alors oui, je veux quand même dire avant qu'il faut que je pense que les gens savent que les impôts, c'est pas de l'argent jeté en l'air, et que c'est une redistribution en fait pour plein de bonnes raisons. C'est notre sécurité sociale, le chômage, etc. Je veux dire, il faut bien que les gens aient ça en tête. Bon. Alors, si je suis députée, oserais-je dire quand je serai députée, en fait, on a déjà un programme sur les 10 premiers jours de plan qu'on veut mener, dont ce fameux blocage des prix sur lequel on s'engage à se mettre. Par contre, personnellement, moi, il y a une chose qui m'importe beaucoup, c'est de redéposer une loi
pour la réelle reconnaissance des métiers du lien. Donc c'est en lien justement avec ce qu'avait porté entre autres M. Ruffin avec d'ailleurs un député qui n'était pas notre famille politique. C'est pour dire qu'on est capable de travailler ensemble. Voilà, donc je pense que c'est le plus important en fait pour on a compris que la revalorisation des métiers, des soignants. Et quand même commencer tout de suite à travailler pour préparer la loi de programmation d'énergie-climat qui sera en juillet 2023. Entendu. Greg Monetti. Pouvoir d'achat, c'est la priorité absolue. Transition écologique. Si on ne prend pas les décisions importantes à 3 ans, c'est fichu, c'est pas plus compliqué que ça. Permettez-moi une fois encore. Ça fait déjà 5 ans, peut-être que je ne devrais pas vous relancer, on n'a plus le temps. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas sympa, vous ne me donnez pas l'occasion de répondre. Mais il reste, on a fait beaucoup plus que personne n'a fait. Juste un dernier point, et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est toute la différence entre choisir un député de la majorité pour la première circonscription et choisir un député de l'opposition. Si vous voulez une loi, c'est la majorité qu'il faut choisir. Éric Ciotti, vous venez de déposer une proposition de loi sur le Burkini, vous en déposez beaucoup en effet. Celle-là est inscrite et l'Assemblée nationale siège toujours jusqu'à la fin de la législature, je le dis à M. Monetti, pour parfaire ses connaissances juridiques. Elle peut être votée si l'Assemblée le décide. Ma proposition... Non, vous avez 20 secondes. Ma première proposition de loi visera à supprimer les droits de succession et les droits de donation pour permettre aux jeunes générations de s'engager dans la vie avec des moyens. Il y a beaucoup d'épargne qui est stérilisée, bloquée aujourd'hui. Il faut faire le pari de la jeunesse et il faut libérer les Français de ce poids fiscal qui est insupportable. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur ce plateau. Le temps d'un court générique, je vous laisse libérer le plateau pour laisser la place au candidat de la 8e circonscription du Var. À tout de suite.